Salut à toutes et à tous, c'est les Principes talosiens, bienvenue dans ce résumé d'ouvrages philosophiques. Aujourd'hui, on va plonger dans un des plus grands classiques de la philosophie, l'un des ouvrages les plus profonds et influents d'Aristote, la métaphysique. Alors, accrochez-vous, car on va parler d'un texte complexe, mais aussi fascinant, qui cherche à répondre aux questions les plus fondamentales de la réalité et de l'existence. La métaphysique d'Aristote, c'est un ensemble de 14 livres qui traitent des principes les plus généraux de ce qui existe. Alors, aborder les 14 livres un par un pour en détailler le contenu risque d'être long et un peu indigeste. Je vais donc essayer de vous faire un résumé des points essentiels et importants qu'aborde ce traité. Tout d'abord, le terme métaphysique vient du grec et signifie littéralement « au-delà de la physique », parce qu'on y traite de ce qui va plus loin que ce dont on traite d'habitude dans le monde physique et matériel. La métaphysique s'interroge sur des concepts abstraits comme l'être, la substance et la cause de tout ce qui existe. La métaphysique d'Aristote est aussi le premier lieu d'introduction formelle du principe de non-contradiction, principe logique sur lequel tout raisonnement valide doit se baser. Aristote définit donc rigoureusement ce principe et l'utilise notamment pour démolir la théorie de l'harmonie des contraires d'Héraclite. La première grande question qu'Aristote pose, c'est « qu'est-ce que l'être » On pourrait se dire que c'est une question assez simple, mais ce n'est pas le cas, et surtout pour Aristote. Pour lui, l'être se manifeste sous une multitude de formes différentes. Il y a par exemple les êtres vivants, les objets matériels, mais aussi les idées et les concepts. Malgré cette diversité, Aristote veut trouver ce qui est commun à toutes ces formes d'existence. Pour ce faire, il introduit sa fameuse notion de substance. La substance pour Aristote, c'est ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. Imaginez par exemple un arbre. Même si ses feuilles tombent ou que ses branches changent, il reste fondamentalement le même, un arbre. La substance donc, c'est ce qui reste stable malgré les changements. C'est ce qui fait qu'un objet ou un être garde son identité à travers le temps. Mais attention, Aristote ne se contente pas de cette définition, évidemment. Il va encore plus loin en analysant comment l'être se divise en plusieurs catégories. Il propose une analyse précise de l'être à travers ces différentes catégories-là. Selon lui, l'être peut être compris sous plusieurs aspects distincts. Il met la substance au centre de sa réflexion tout en identifiant d'autres catégories importantes. Il définit par exemple la qualité, qui se rapporte à la manière dont un être est, c'est-à-dire à ses caractéristiques et à ses propriétés. Il aborde ensuite la quantité, qui concerne l'aspect mesurable de l'être, incluant la grandeur, la longueur et la taille. La relation est également une catégorie importante, parce qu'elle exprime les rapports entre plusieurs entités. Enfin, la catégorie du lieu renvoie à l'endroit où l'être se trouve. Ainsi, toutes les façons de parler de l'être peuvent être classées dans l'une de ces catégories. La substance reste pour lui le noyau de l'être, tandis que les autres catégories sont des attributs ou des manières d'appréhender cette substance. Si on prend l'exemple d'une pomme, la pomme en tant que telle est la substance. Mais sa couleur, rouge par exemple, son poids ou sa taille sont des qualités ou des quantités qui ne définissent pas la nature de la pomme. Ce sont ce qu'il appelle des accidents, ou plutôt des coïncidents, qui ne changent pas ce qu'elle est fondamentalement. En fait, cette analyse permet à Aristote de clarifier comment on parle de l'être de manière précise. Mais ceci n'est qu'une partie de l'histoire, car maintenant, il faut comprendre pourquoi les choses existent. Pour comprendre cela, Aristote introduit sa théorie des 4 causes. Il se pose la question suivante. Pourquoi une chose existe-t-elle ? Il rajoute d'ailleurs qu'il faut poser cette question sous plusieurs angles. Et pour répondre à cela, il propose 4 causes. Tout d'abord, la cause matérielle. C'est ce dont une chose est faite. Par exemple, une table est faite de bois. Le bois est la cause matérielle de la table. Ensuite, la cause formelle. C'est la forme ou l'essence d'une chose. En fait, c'est ce qui fait que cette chose est ce qu'elle est. Pour la table, par exemple, c'est la forme qu'elle prend, sa structure de table, qui fait qu'elle est une table. Bien, la cause efficiente. C'est l'agent ou le processus qui a fait que la chose est là. Dans le cas de la table, ce serait le menuisier qui serait la cause efficiente.
car il est responsable de sa création, il l'a fabriquée. Pour finir, la cause finale. C'est le but ou l'objectif pour lequel la chose existe. Par exemple, la table a été faite pour que quelqu'un puisse manger dessus ou travailler. Ceci est la cause finale de la table. Ces 4 causes sont fondamentales dans la pensée d'Aristote, parce qu'elles expliquent non seulement ce qu'est une chose, mais pourquoi et comment elle existe. Pour lui, c'est une manière complète de comprendre la réalité. Dans sa métaphysique, Aristote distingue 2 types d'existence, l'existence en puissance et l'existence en acte. L'existence en puissance désigne ce qui n'est pas encore, mais qui a la possibilité de devenir. Par exemple, pour un couple marié sans enfant, l'enfant qu'ils pourraient avoir ensemble existe en puissance. L'enfant n'est bien sûr pas encore présent, mais il peut venir à exister. Il s'agit donc d'une forme d'existence potentielle. De même, une maison imaginée par un menuisier existe en puissance. Elle n'est pas encore construite, mais elle existe dans l'esprit du menuisier comme une possibilité future. D'un autre côté, l'existence en acte se réfère à ce qui est pleinement réalisé. Par exemple, un enfant qui vient de naître, auparavant était en puissance, dorénavant existe en acte. De même, une maison qui a été construite par l'architecte est une maison en acte, car elle est passée du statut de potentiel à celui de réalité accomplie. Avant de passer au concept suivant, revenons brièvement sur la notion de substance telle qu'Aristote l'a définie dans cet ouvrage. La substance se compose de 2 éléments principaux, la matière et la forme. Dans certains cas, lorsque l'être n'est pas encore pleinement réalisé, la substance inclut également un 3e élément, qu'Aristote appelle la privation. La privation est comparable à l'existence en puissance. Par exemple, un arbre à l'état de gland n'est pas encore entièrement accompli. Une partie de son être existe encore en puissance. Il lui manque certaines caractéristiques. Aristote appelle cet état la privation. Un autre concept central dans la métaphysique, c'est la question de l'unité et de la multiplicité. Aristote s'oppose ici à Parménide, qui pensait que tout l'être est un et immuable. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo résumée de Sur la nature de Parménide, je vous encourage à aller la voir, je mettrai le lien en description. Pour Aristote, la vision de Parménide est trop restrictive. Il considère au contraire que l'être se manifeste sous une forme multiple et variée. Les choses changent, évoluent, apparaissent et disparaissent, et il est impossible de comprendre le monde en disant qu'il n'y a qu'un seul être unique et éternel. En même temps, Aristote ne rejette pas totalement l'idée d'un certain degré d'unité. Pour lui, même si la réalité est composée de multiples choses, il existe une unité sous-jacente dans l'ordre du monde. Nous en parlerons plus en détail dans quelques minutes. Cette pluralité d'êtres participe à un ordre global que la raison humaine peut saisir. Néanmoins, Aristote se pose une question fondamentale, qui pourrait être considérée comme la question ultime. Qu'est-ce qui est à l'origine de tout ce qui existe ? Pour répondre à cette question, il introduit l'idée de la cause première, également appelée le moteur immobile. Ce moteur immobile est un être qui est à l'origine de tout mouvement et de tout changement dans l'univers, mais qui, lui-même, ne change pas et ne bouge pas. Il est important de souligner qu'il s'agit d'un être en acte, c'est-à-dire pleinement accompli et réalisé, et non un être en puissance. C'est ce caractère d'être en acte qui lui permet de causer le mouvement sans en être lui-même affecté. Pour Aristote, ce moteur immobile est une forme d'intelligence parfaite, un principe cosmique plutôt qu'un dieu personnel, comme on le verra plus tard dans les religions monothéistes. Il s'agit d'une intelligence pure, qui agit en tant que cause première et cause finale de tout, mais sans être en puissance, car en fait il n'y a rien à actualiser en lui, il est pleinement accompli. Dans la métaphysique, Aristote ne se contente pas de postuler des idées et des raisonnements concernant l'être, la substance ou les causes, mais il y consacre une partie non négligeable à la critique des hypothèses métaphysiques et ontologiques de ses prédécesseurs. Aristote critique les philosophes présocratiques comme Thalès, Anaximène, Empédocle ou Héraclite, qui tentaient de réduire l'existence à un seul ou plusieurs principes fondamentaux, comme l'eau, l'air, le feu, ou un mélange de ces éléments. Il estime que ces explications sont trop simplistes et ne tiennent pas compte de la complexité du réel.
Par exemple, réduire l'être à un seul élément matériel ne permet pas d'expliquer la diversité des choses. Aristote critique également les pythagoriciens pour avoir affirmé que la réalité est fondamentalement de nature numérique. Il considérait que les nombres sont les principes de toute chose et éléments de tous les êtres, ce qu'Aristote rejette bien évidemment. Il estime que réduire l'essence des choses à des relations numériques néglige la diversité et la complexité du réel. Pour lui, les nombres sont des abstractions qui ne peuvent pas expliquer la substance des êtres physiques. Il reproche également aux pythagoriciens de ne pas fournir de véritables explications pour le mouvement et le changement dans le monde, car les nombres en eux-mêmes ne peuvent pas expliquer ces phénomènes. Pour finir, Aristote critique la théorie des idées de Platon, selon laquelle les objets du monde sensible participent à des formes immatérielles et parfaites. Cette critique de la doctrine platonicienne est d'ailleurs probablement la plus élaborée de tout l'ouvrage. Il considère que cette séparation radicale entre le monde des idées et le monde sensible pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. Selon lui, les formes ne peuvent pas exister indépendamment des choses concrètes. Il soutient que la forme et la matière doivent être unies dans la réalité et non séparées comme Platon l'affirme. Aristote critique également la division platonicienne entre le monde sensible, qui est imparfait, changeant, et le monde intelligible, qui est parfait et immuable. Pour Aristote, cette dichotomie est artificielle et ne correspond pas à la nature réelle des choses, qui sont à la fois matérielles et formelles. Il reproche à Platon de ne pas avoir expliqué clairement comment les objets sensibles participent aux formes. Pour Aristote, cette relation de participation est obscure et ne clarifie pas comment les formes peuvent être à la fois séparées du monde sensible et pourtant présentes en lui sans engendrer le paradoxe du troisième homme et de la régression à l'infini. Pour conclure ce résumé, la métaphysique d'Aristote est un des textes fondateurs de la pensée occidentale, un livre qui tente de répondre aux questions les plus fondamentales de l'existence et de la réalité. Avec ses concepts de substance, de cause, de catégorie et de cause première, Aristote nous offre un cadre de réflexion qui a marqué toute l'histoire de la philosophie. En ce qui concerne mon avis sur cette œuvre, de mon point de vue, je pense qu'il s'agit du meilleur ouvrage qu'Aristote a écrit. Bien que certains passages soient assez compliqués et qu'Aristote utilise un vocabulaire qui lui est propre et parfois un peu verbeux, il faut admettre qu'un nombre très limité d'ouvrages philosophiques ont réussi à poser avec autant de rigueur les bases de la réflexion sur l'être, la substance et la réalité. Par exemple, je trouve qu'il parvient à rendre certains concepts complexes, comme l'acte et la puissance, ou la distinction entre matière et forme, d'une clarté étonnante, même si certains passages demandent une attention particulière. Cette lecture m'a relativement marqué et m'a même permis d'aborder certains concepts ontologiques et métaphysiques d'une autre manière. Merci d'avoir suivi ce résumé sur la métaphysique d'Aristote. Si vous avez aimé le contenu de ce résumé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt dans le prochain résumé d'ouvrage philosophique. Allez, tchuss!